Bienvenue dans cette émission du 21 juillet 2023 de ma Web TV sur laquelle je vous présente de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis entièrement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des conséquences économiques de la gestion de la crise Covid. En rappelant bien sûr pour commencer qu'on veille normalement, on fait attention à ce que les mesures prises ne provoquent pas plus de dégâts que ce dont elles sont censées protéger. Alors que s'est-il passé ? Rappelons-nous de ce qui nous a été dit. Tout d'abord, en se basant sur les fameuses modélisations issues de l'Imperial College de Londres, dont la constante est d'être toujours fausse, que nous risquions une épidémie sans précédent, les simulations alarmantes des épidémiologistes prévoyant des centaines de milliers de morts si nous ne bloquions pas l'économie et ne confinions pas la société entière, avec toujours cette référence fantasmatique à la grippe espagnole, alors que, nous l'avons vu, les épidémies n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et donc il fallait bloquer ou restreindre l'activité économique de différents secteurs, voire de la société entière pendant plusieurs semaines, mesures qui étaient présentées comme absolument nécessaires, et en particulier les lieux où les gens se rencontrent, comme les bars et les restaurants, ont été mis à contribution par des fermetures prolongées. On nous a aussi annoncé que l'État aiderait les commerces, restaurants, indépendants et entreprises en compensant les pertes, et puis que tout ceci s'inscrivait dans une politique de solidarité, notamment envers l'hôpital où les malheureux soignants étaient menacés de jour en jour d'être submergés par un flux de patients, alors que nous avons vu dans l'émission consacrée aux hospitalisations que le parc hospitalier français est resté très largement inoccupé dans tout les différents épisodes épidémiques. L'ONU, voyez jamais en reste de produire un rapport de plus, dès le mois de mars 2020, s'engageait dans le sens d'une responsabilité partagée. Fallait faire preuve de solidarité mondiale pour répondre aux impacts socio-économiques de la Covid-19. Maintenant, de tout ce que nous avons évoqué, qu'en est-il réellement ? La première chose qu'il faut souligner, c'est que nous avons fait face en réalité à une destruction économique sans précédent. Certes, les premières mesures de soutien aux différents secteurs économiques ont été efficaces, ont été libérées rapidement pour des volumes tout à fait appréciables. Vous voyez que pour le seul canton de Genève, qui est quand même une petite collectivité de 500 000 habitants, eh bien les autorités ont pu libérer 550 millions de francs et la Cour des comptes a salué la bonne gestion de l'État. Mais le problème, évidemment, n'était pas à court terme, c'est à moyen et long terme qu'il se situe. Et là, nous avons vu, dès la fin de l'année 2020, apparaître un nombre record de faillites et des entreprises qui se sont retrouvées, mais littéralement le couteau sous la gorge. Et cette tendance a duré en 2021, en 2022, avec une augmentation constante du nombre de faillites, et évidemment les secteurs du commerce et de la restauration particulièrement touchés, et cela se poursuit en 2023. Donc, comme je l'avais signalé dès le mois de septembre 2020, en mettant en garde face à ce danger, nous étions à risque de détruire le tissu socio-économique de nos sociétés, notamment en portant atteinte aux forces vives, c'est-à-dire pas les multinationales et les grandes sociétés transnationales, mais au tissu économique réel de nos pays respectifs. Il y a eu, cela a été étudié, un creusement extrêmement grave des inégalités et bien sûr en premier lieu des inégalités économiques. Dans le fameux article « Mesures agressives » que j'ai traduit en français des professeurs Joff, Ioannidis et Schippers, vous voyez, les auteurs soulignent que dès novembre 2020, la Banque mondiale a estimé que la crise Covid, ou plutôt la mauvaise gestion du Covid, ferait basculer entre 85 et 115 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. On parle de la misère la plus crasse, avec une augmentation forte de l'insécurité alimentaire dans le monde entier, conduisant des centaines de millions de personnes supplémentaires, on parle presque de l'ordre du milliard, à risquer de connaître la famine ou l'insécurité alimentaire, avec évidemment une distorsion gravissime dans la répartition des richesses, nous y reviendrons. À tel point qu'aujourd'hui en Europe,
il apparaît qu'un Européen sur 12 n'a pas les moyens de se payer un repas décent tous les 2 jours. Un Européen sur 12 crève la faim. En France, 9 millions de Français, selon les statistiques, sont en situation de privation matérielle et sociale. Un niveau jamais atteint jusque-là, d'après les instituts nationaux de la statistique. Et puis avec bien sûr des inégalités, des catégories beaucoup plus touchées que les autres, les travailleurs, les personnes en situation précaire, les familles monoparentales, ou vous voyez les étudiants. Aujourd'hui, entendons cela, rapport du Sénat, un étudiant sur 2 ne mange pas à sa faim depuis le début de la crise sanitaire, et donc nous avons assisté à cette aggravation systémique des inégalités, inégalités économiques, inégalités éducatives. Évidemment que les élèves issus de milieux défavorisés ont encore plus pâti que ceux venant d'un milieu plus élevé. Inégalités de genre, ce sont surtout les femmes qui ont porté la charge des mesures anti-Covid, l'inégalité entre les groupes d'âge, entre les catégories de la population, les personnes handicapées en situation de handicap ont notamment aussi énormément souffert, inégalité de santé, inégalité de santé mentale, toutes ces mesures ont été profondément aggravantes de toutes les inégalités. Avec, comme 3e thème, un transfert de richesse sans précédent. Selon un principe bien simple, les personnes très riches se sont enrichies de manière extrêmement impressionnante, alors qu'il y avait des millions et des millions de personnes dans tous nos pays qui glissaient vers la précarité. Et vous voyez que même au mois de décembre 2020, on avait pu établir que les 10 milliardaires les plus riches de la planète avait engrangé 400 milliards de dollars supplémentaires. Jeff Bezos, par exemple, dont la fortune était estimée à 70 milliards de dollars, ce qui, excusez du peu, est quand même relativement confortable, au mois de mars 2020 a terminé l'année avec 185 milliards. 70, 185. Bonne année pour ce monsieur, mais pour tous les milliardaires. Une recherche au Canada a montré qu'en 2023, par rapport à 2020, les milliardaires canadiens avaient augmenté leur fortune de 50% en moyenne. Est-ce que les gens de la classe moyenne et des classes défavorisées ont augmenté leur fortune et leurs revenus de 50%? Je ne crois pas que ce soit tout à fait le cas. Cela dit, réjouissons-nous pour ceux dont la fortune est heureuse. Vous voyez, il y a même des personnes qui sont devenues milliardaires grâce au vaccin soi-disant anti-Covid, dont bien sûr Stéphane Bancel, le PDG français de Moderna. Et je rappelle que d'après les informations actuelles, toute la recherche sur les vaccins ARN a été développée dans le cadre des départements de la défense, notamment aux États-Unis, qui ont filé les brevets aux compagnies pharmaceutiques pour qu'elles les commercialisent. Et donc des gens comme ceux de Moderna et Pfizer n'ont fait que recevoir une technologie, la commercialiser en passant des contrats opaques, par exemple avec l'Union européenne, et finir milliardaire pour ceux qui étaient aux commandes. Donnez-moi un job comme celui-là, je deviens milliardaire aussi, sauf que c'est pas ma priorité dans la vie. Et puis, puisque nous sommes au chapitre des réjouissances, réjouissons-nous aussi pour Bernard Arnault, le grand entrepreneur français, qui lui est devenu l'homme le plus riche du monde, même devant Elon Musk, avec une fortune estimée à 210 milliards de dollars. Alors bien sûr, il n'a rien fait de mal, il n'a rien fait d'illégal, mais quand on s'enrichit d'une manière aussi obscène, pendant que la société entière s'appauvrit, peut-être cela devrait-il soulever quelques questions. On sait les liens très proches qui unissent Bernard Arnault et Emmanuel Macron, et d'ailleurs Brigitte Macron, dont toute la garde-robe est offerte par le groupe LVMH, et vous voyez qu'en France, la fortune des 500 ultra-riches a doublé sous Macron depuis son entrée en fonction, passant de 500 milliards à la somme de 1170 milliards, excusez du peu. Et donc, relève Robert Kennedy Jr., nous avons assisté en réalité au plus grand transfert de richesse de toute l'histoire de l'humanité, avec, aux États-Unis uniquement, 3,7 trillion, dit-on en anglais, ce sont des billions en français, c'est-à-dire des milliers de milliards. Donc il y a eu 3700 milliards de dollars qui ont été retirés à la classe moyenne et aux travailleurs, aux classes ouvrières, pour être donnés. Les ultra-riches ont gagné 3900 milliards de dollars. Merci pour eux.
Mais tout ceci s'inscrit peut-être ou même sans doute dans le programme du Forum économique mondial. Dans leurs 8 prédictions sur le monde de 2030, ils nous rappelaient que nous ne posséderions plus rien, mais que nous serions heureux. Donc il ne nous reste qu'à être heureux, sachant qu'à la faveur de la crise Covid, mais aussi de la guerre en Ukraine, du sabotage du gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, et de la politique énergétique absurde menée par nos différents pays, l'Europe est en plein effondrement. Le Wall Street Journal et le Bild, bien sûr, en donnent tous les détails. Nous sommes face à une destruction économique de l'Europe, mais ça a l'air de convenir à nos autorités, donc faisons contre mauvaise fortune bon cœur, en acceptant, oui, certes, comme le chantait le groupe de rock Trust il y a une 50aine d'années, que tout ceci est profondément antisocial. Jusqu'à quand garderons-nous notre sang-froid ? C'est également contenu dans les paroles de la chanson. À bientôt pour de nouvelles émissions.